distingués invités, tout protocole observé, ladies and gentlemen, je vous souhaite la bienvenue dans la conférence publique qui est centrée sur le thème du Burundi dans le concert du panafricanisme. Pourquoi ce thème? Le hasard. Pourquoi moi? Encore une fois, un hasard. Pourquoi vous? Pourquoi nous? Le hasard. Nous nous sommes rencontrés. Et voilà. Et j'espère que de cette séance qui durera exactement 55 minutes, nous pourrons tirer profit, grand profit, des idées qui seront lancées ici. Nous avons le plaisir d'accueillir au Burundi M. Luc Michel. M. Luc Michel, géopoliticien, panafricaniste blanc, devenu célèbre parce qu'il est panéliste sur Afrique Média. Nous avons un jour ou l'autre vu, lu sur lui, entendu parler de lui, ou nous l'avons écouté, nous l'avons vu à travers certaines vidéos préenregistrées qui sont passées sur Afrique Média et qui sont sur les TV. Et autour de moi, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean-de-Dieu Moutalazi, ancien ministre, actuellement directeur général de l'AFIC, mais un politicien de l'opposition, président du parti Radé. Il était candidat à la présidentielle de 2015. Et en plus, il a failli être président de la République. Nous avons aussi une femme, la seule des panélistes. Vous savez, chez nous, les femmes ont 30%. Émérance Aïcha Kié, honorable, parce que sénatrice, élue dans la circonscription de Bujumbura, membre du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Et nous avons à droite le directeur de la radio nationale du Burundi, Juma Léonard Ndouayou, membre du parti Prona, et un membre de la société civile, M. Joseph Manela Facha, que nous surnommons Ram 15. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons essayer de tourner autour du pot pendant 55 minutes. Nous essaierons d'être brefs, mais de ce débat jaillira certainement la lumière. Je vais directement passer au but. Monsieur Luc Michel, qui êtes-vous exactement? De la famille Louis Michel, comme j'ai lu quelque part dans un post de Facebook, ou néo-nazi? Je vous accorde la parole pour que les gens puissent connaître qui vous êtes exactement, et nous pourrons recevoir à mi-chemin quelques questions de la presse, mais ce sera principalement les panélistes qui vont s'exprimer. Qui êtes-vous, Michel? Je voudrais tout d'abord vous remercier et remercier tout le peuple du Burundi pour la chaleur de votre accueil, qui m'a sincèrement touché. Je voyage beaucoup dans beaucoup de pays, mais l'accueil que j'ai reçu ici est exceptionnel. On va tout de suite dégonfler les baudruches du net et des médias mensonges occidentaux. Je ne suis, Dieu m'en préserve, pas parent avec la famille de Louis Michel. Je n'ai rien à voir avec cette famille qui est enrichie dans le néocolonialisme et la corruption. Michel est le nom le plus répandu dans le nord de la France. Un lointain ancêtre, il y a 1000 d'années, qui pratiquait le métier des armes comme soldat professionnel. J'ai une fausse biographie sur Wikipédia. Ceux qui ont eu la curiosité d'aller la lire verront que non seulement on m'y prête des appartenances politiques qui ne sont pas les miennes, mais en plus que mon parcours africain, qui
qui est un parcours de plus de 30 ans, n'y apparaît pas. En Afrique, j'ai commencé aux côtés d'un grand homme, c'est le colonel Kadhafi. J'ai été pendant 25 ans aux côtés de la Jamaïria libyenne. J'ai dirigé en Europe le réseau pan-européen du mouvement des comités révolutionnaires libyens. Et j'ai été jusqu'au bout avec la Jamaïria, puisque j'ai organisé en avril 2011 la seule conférence internationale de soutien à la Libye agressée qui s'est passée sous les bombardements de l'OTAN. Je suis aussi, avec ce parcours africain, un panafricaniste. C'est le colonel Kadhafi qui m'a initié à ce panafricanisme et grâce à la tribune exceptionnelle que m'a donnée Afrique Média, je suis aujourd'hui connu de très nombreux Africains. On m'appelle effectivement le panafricaniste blanc. C'est un nom qui m'a été donné par une grande figure de l'Afrique, par Roland Lumumba, qui est le fils du martyr congolais, qui est un ami. Ce panafricanisme, j'ai essayé de le reformuler, j'ai essayé d'en faire non pas une lointaine nostalgie, mais quelque chose d'efficace. Vous me donnez aujourd'hui l'occasion d'en parler à Bujumbura. J'étais il y a 3 semaines pour un colloque sur le même thème à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à Abidjan, qui parlait de ce que nous appelons le néo-panafricanisme, c'est-à-dire la version au XXIe siècle d'un panafricanisme qui réponde aux défis du temps et qui ne soit plus l'éternel ressassement de nostalgie stérile. Je suis aussi un géopoliticien, c'est-à-dire que ma grille principale d'analyse, c'est la géopolitique. Je pense, vous savez, que la géopolitique est aujourd'hui la science la plus importante. On sait qu'au XIXe siècle, c'était l'économie politique. C'est elle qui fournissait la grille de lecture du monde. L'économie politique de Marx ou d'Adam Smith. Moi, je pense que la science majeure du XXIe siècle, c'est la géopolitique, parce qu'elle seule répond aux défis de ce monde globalisé qui, en fait, voudrait consacrer non plus un darwinisme politique ou social, mais un darwinisme géopolitique où quelques superpuissances, moi je les appelle les Léviathans dans le rappel du grand philosophe Hobbes, eh bien que ces Léviathans veulent manger les petits poissons. Moi je crois à un autre monde. Je pense que la justice sociale, que la cause des peuples n'est pas quelque chose de vain ou quelque chose de dépassé, mais quelque chose d'essentiel. C'est ce qui m'a conduit à m'engager aux côtés du peuple du Burundi maintenant, parce que j'ai vu un peuple agressé, j'ai vu un gouvernement sali, j'ai vu un grand président dont on était en train de faire un diable, j'ai vu aussi, vous savez, je suis, comme notre ami Willy nous l'a dit, je suis quelqu'un de controversé, parce que je n'ai pas l'habitude de vendre de l'eau tiède. Je vends de l'eau glacée ou je vends de l'eau brûlante. Je suis controversé, votre président est controversé. Beaucoup de leaders panafricanistes, comme Obiang Mbasogo, Idriss Déby, sont des gens controversés. Je pense qu'on est controversé que si on s'oppose à des choses qui n'ont pas de valeur. C'est ce qui m'a conduit aujourd'hui dans votre beau pays. C'est ce qui me conduit à partager votre combat et je le partagerai jusqu'à la victoire finale de votre cause, qui est celle de la justice. Merci beaucoup. C'est touchant, c'est bien dit. Mais maintenant, on parle de la cause des peuples. Cette fois-ci, parlons de la cause burundaise, inscrite, bien évidemment, dans le panafricanisme. Qu'est-ce qui a poussé beaucoup d'Africains à nous soutenir? Je parle principalement du colloque d'Abidjan, je parle du dernier sommet de l'Union africaine, où tout le monde, tous les curieux du monde, attendaient le déploiement d'une force, la Maprobu, contre la volonté du peuple burundais, contre la volonté du gouvernement burundais, une force qui était considérée comme une force d'invasion. Alors, j'ai vu plusieurs réactions, que ce soit de la société civile, que ce soit des politiciens. Je voudrais tourner le micro, avant de revenir vers M. Michel, chez notre politicien Jean-Dodieu Moutabazi, pour qu'il nous parle un peu de ses prises de position contre la Maprobu pour défendre la cause burundaise quand elle était menacée à ce moment-là.
Merci. Je ne vais pas me présenter. Je ne vais pas me présenter encore une fois, vous l'avez déjà dit, c'est Jean de Dieu, président du Radebou. En fait, il se voit très bien que en 2015, le Burundi s'est retrouvé dans un tournant premièrement qui a montré le vrai visage de certains politiciens. Ceux qui se disent les grands politiciens, on était à Arusha, on avait échangé, on était tombé sur un accord d'Arusha que certains avaient signé avec réserve et d'autres l'avaient signé sans réserve. Alors, par après, on avait décidé d'entrer en démocratie et en 2005, nous sommes allés aux élections et le peuple a tranché. Il a tranché en faveur du parti CNDD-FDD, dont la plupart qui avaient commencé la lutte militaire avaient refusé catégoriquement le fait d'assassiner un président de la République élu, le président Dadaye. Ensuite, en 2010, les leaders qui avaient signé l'accord d'Arusha, lequel accord d'Arusha s'était retrouvé en intégralité dans la Constitution, ils ont commencé à constater que petit à petit, avec les élections, ils ne pouvaient plus revenir au pouvoir. Alors, les leaders de l'ex-G10 et les leaders, hélas, de l'ex-G7 ont décidé de faire une coalition. Jusque-là, en sourdine. Et en 2010, le peuple burundais s'est encore une fois exprimé en faveur du parti CNDD-FDD. Encore une fois, les ex-signataires du G7 et du G10, ils ont désespéré. Alors, ils se sont résolument tournés vers d'autres stratagèmes d'usage de la force. Alors, les forces ici au Burundi, elles sont connues. Il y avait le parti au pouvoir, il fallait le diviser. Il y avait l'Église catholique, il fallait l'avoir de son côté. Il y avait l'extérieur, les diplomates, les principaux, je dirais, pays avec qui nous avons eu des griefs, notamment la Belgique avec l'assassinat du prince Louis Rwagasore, notamment dans une moindre mesure les États-Unis avec l'assassinat de Ngendandumwe. Mais il y avait certains pays qui, je dirais, n'avaient pas été honnêtes, qui étaient au courant des événements qui avaient eu lieu en 72, 88, etc. Alors, ils ont essayé d'avoir un grand groupe pour emprunter la voie de la violence et prendre le pouvoir. Et ils ont trouvé comme code le troisième mandat. Ce n'était qu'un code pour prendre le pouvoir par la voie de la force. Quand nous, étant de l'opposition, on l'a constaté, on a essayé de les convaincre. On leur a dit, si nous sommes des démocrates, le seul chemin de prendre le pouvoir, d'accéder au pouvoir, ça doit rester les urnes. Mais ayant constaté qu'ils étaient déjà, ils avaient jugé qu'ils avaient tous les atouts pour prendre le pouvoir par la force, parce que personne ne le dit, du côté juridique, les putschistes
les alliés G7 et G10, ils avaient dit, quel que soit l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on doit faire les mouvements contestataires. Merci. Et si je comprends bien, vous placez le début, cette crise qu'on a vue en 2015 qui s'est amplifiée, vous placez le début en 2010 apparemment, puisque c'est là où on a eu une première contestation manifeste des élections et une coalition qui était l'ADC Kibili, à laquelle d'ailleurs vous apparteniez à ce moment-là. Oui. Alors tout ça c'était une façon de dire si je passe par la voie des élections, je ne vais pas arriver au pouvoir. Donc je dois emprunter la voie que j'avais contestée en 93. C'était pour le cas des anciens collègues et anciens camarades du Frodebo. Pour d'autres, les leaders de l'ex-G10, pour eux c'était normal. Ils disaient la voie des urnes ne m'a jamais réussi. Je dois repasser encore par la même voie par laquelle j'ai toujours passé. Merci, merci beaucoup. Juste que je chute. Alors c'est pourquoi pour nous, il était inadmissible de mettre en danger la souveraineté du peuple et l'indépendance du pays. Il fallait avant toute autre chose défendre la souveraineté du pays, la souveraineté du peuple burundais, son droit d'autonomie, son droit de se choisir ses dirigeants, ainsi que l'indépendance du pays. D'accord, c'est noté. Monsieur Luc Michel, que s'est-il passé à Abidjan lors du colloque en faveur du Burundi surtout? Écoutez, le but du colloque était de faire un panorama avec des universitaires africains venus d'Europe et venus d'Afrique, de faire un panorama des causes panafricaines. Et on a évidemment placé au milieu d'une partie de ces débats la déstabilisation, la recolonisation de l'Afrique. Le panafricanisme, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse au colonialisme et au néocolonialisme. C'est, même pour moi, la seule alternative. Ceux qui ont essayé de lutter contre ces plaies de l'Afrique, sans passer par cette voie panafricaine, ont échoué. À Abidjan, on a évidemment défini le combat du Burundi, la résistance du Burundi contre cette recolonisation, comme une des causes africaines, évidemment. Merci beaucoup. Et surtout, puisque le panafricanisme, à l'époque, c'était comme le panégrisme, un sentiment de solidarité du peuple africain. Si on voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte de solidarité africaine, on comprend que ce qui s'est passé au Burundi devrait avant tout être résolu par les Africains eux-mêmes. Mais là, nous avons vu venir une Maprobu, une force qu'on voulait dire africaine, mais qui répondait surtout à une certaine logique d'ingérence extérieure. Vous avez vu, nous avons suivi une interview du ministre belge des Affaires étrangères qui disait « Nous avons demandé à l'Union africaine d'envoyer une force là-bas ». Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, ce n'était pas aux Africains eux-mêmes que revenait la décision d'envoyer la force, mais peut-être une ingérence extérieure. Je voudrais donner la parole à Joseph Mandela Facha, qui est de la société civile, parce qu'il a beaucoup publié à cette époque-là, sur RAM 2015, quelle était la motivation, quelle était surtout la conviction qui était derrière ces publications. Merci de m'accorder la parole. Je m'appelle Mandela Facha Joseph, président d'une organisation dénommée Réseau Amatora Mahoro 2015, CAM 15 ancien. C'est une organisation qui est née quand nous, comme citoyens burundais, qui observions l'évolution du contexte d'avant les élections de 2015, nous avions été alertés. Nous avons constaté qu'il y avait un piège contre les élections de 2015 au Burundi. Alors nous nous sommes mis avec d'autres organisations pour former RAM 15. Effectivement, comme M. William vient de le dire, nous avons travaillé avant, pendant et même après les élections de 2015. C'était fait de quoi notre travail?
D'abord, je vais essayer de faire comme M. Moutabazi a fait, mais sans beaucoup m'y attarder. Vous connaissez, je pense que la majorité de vous connaissez ce qu'il y avait en 1993 avec le coup d'État contre le président Dadaï qui venait d'être élu démocratiquement. Le coup d'État a été réalisé, a été exécuté par des militaires qui, à l'époque, appartenaient à une armée qu'on qualifiait de mono-ethnique. L'accord d'Arusha est venu comme une solution pour ne plus parler d'armée mono-ethnique. Je ne vais pas faire toute la suite de ce qui s'est passé. Je vais venir au niveau des élections de 2010 avec la deuxième victoire du parti CNDD-FDD. Il faut descendre un peu le micro. Descendre un peu. Là. Je reviens au niveau des élections de 2010 avec la deuxième victoire du parti CNDD-FDD. Vous savez d'où est venu ce parti. Alors, il y avait des organisations de la société civile burundaise. Deux fois, je dis des organisations dites de la société civile burundaise parce que par après, on a constaté que leur comportement n'était pas réellement des organisations de la société civile burundaise. Les recherches que nous avons faites, les investigations que nous avons faites nous ont révélé que à partir de 2010, après les élections, après la victoire électorale, ces organisations se sont mises ensemble pour scruter des possibilités pour qu'il n'y ait plus des élections démocratiques avec le principe un homme, une voix. Ils ont dit, si un tel principe continue, il y a une classe de Burundais qui ne vont plus accéder au pouvoir. Je vais le dire en termes ouverts. Vous connaissez tout, vous connaissez ce qu'il y avait comme question ethnique au Burundi avant, disons, 2005. Alors, ils ont dit clairement, si le principe un homme, une voix reste comme moyen d'accès au pouvoir, les Tutsis ne viendront plus jamais au pouvoir. Alors, ils se sont mis ensemble pour chercher d'autres voies. Bien sûr, c'était des gens qui travaillaient comme des locaux, mais derrière eux, ils avaient une force spéciale. C'est qu'ils étaient en complicité avec quelques organisations, quelques puissances internationales qui les finançaient, qui leur donnaient toute l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce qu'ils devaient faire. Est-ce que ce n'est pas une lecture purement ethnique de ce qui s'est passé? Je vais parler comme d'abord une personne indépendante, je vais dire les choses comme nous les avons constatées. Vous allez m'excuser pour peut-être certaines personnes qui entendraient ceci ou cela comme des arguments, comme quelque chose qui ne leur va pas bien. C'est la réalité qui est là. Ils ont dit, si le principe, un homme, une voix reste, il y a des Tutsis qui ne vont plus accéder au pouvoir. Alors ils ont cherché comment faire, ils ont noué des complicités avec quelques milieux de la communauté occidentale ou internationale qui eux aussi avaient des intérêts à rechercher sur le sol burundais. Et voilà, ils ont fait un plan selon lequel en 2015, il n'allait pas y avoir des élections démocratiques. Ils allaient faire tout pour empêcher la tenue des élections démocratiques avec le principe un homme, une voix. Ils espéraient, ils avaient planifié qu'il allait y avoir un gouvernement de transition, un gouvernement au cours duquel ils allaient négocier forcément. Là, je mets entre guillemets forcément, parce qu'il y a des négociations normales et des négociations quand on veut ce à quoi on veut aboutir. Donc, c'était forcément. Donc, ils disaient, on va négocier forcément
le régime à alternance ethnique au pouvoir. Bon, on a vu certaines publications dans ce sens-là, mais je sens que tout le monde place le début en 2010 en fait. Est-ce qu'on pourrait élaborer à ce niveau? Parce que si vous lisez la presse internationale, on dit le Burundi a sombré dans le chaos à partir d'avril 2015. Pourquoi est-ce qu'on ignore 2010, ce qui s'est passé après les élections communales de 2010, quand des gens, puisque le politicien Jean Dodier Moutabazi en a parlé, vous en parlez aussi, que les gens se sont coalisés en 2010 et ont promis qu'il n'y aura plus d'élections ou qu'il n'y aura pas certainement des élections en 2015. Je me souviens d'un article qui est passé dans le journal Iwachu, c'était en novembre 2011. C'était une interview d'un politicien qu'on appelle Alexis Ndouidje, qui promettait qu'en 2015, il n'y aurait pas d'élection. Il a dit, en ces mots, nous allons entrer plutôt dans une révolution qui durera 3 ans. Mais notre objectif sera de limiter des dégâts humains ou la mort des civils. Si vous lisez un article pareil dans un journal hebdomadaire burundais, un politicien qui promet qu'au lieu des élections en 2015, on sera plutôt dans une révolution qui durera 3 ans tout en limitant la mort des citoyens. Monsieur Djouma, est-ce que vous avez eu écho de cet article? Avez-vous vu venir 2015 avec tout ce qu'on a vu? Bon, merci de m'accorder la parole. D'abord, je crois que le problème n'est pas si ethniciste que ça, mais nous plaçons justement le début de cette histoire. Moi, je la place un peu après les 2010, mais je crois que c'était en 2012, parce qu'en fait, tout se prépare. Alors, je voudrais dire que le problème se trouve au niveau des intérêts. D'ailleurs, on l'a remarqué, je paraphrase notre hôte ici qui disait que ce sont les Léviathans. Les Léviathans, comme le disait Thomas Hobbes. Donc, si vous voyez des médias étrangers commencer à situer la situation désastreuse en 2015, c'est parce que c'est là où ils ont commencé réellement à se faire voir. C'est là où ils ont commencé à traiter ce dossier. Mais pour les Burundais politiciens, je sais que ça nous a été difficile d'entrer au moment des élections, de terminer le processus. Vous vous rappelez, à l'IPRONA, comme tu as dit que je suis membre de l'IPRONA, on avait justement pris l'option d'aller dans les urnes parce que c'était la seule façon qui vraiment pouvait aboutir. Par ailleurs, vous voyez que ça n'a pas encore abouti pour ceux qui ne sont pas allés dans les élections. Je disais les intérêts. Vous avez vu quelques départs après l'établissement des listes électorales. Vous l'avez même constaté au sein du parti au pouvoir. Donc, il y a ceux qui se sont vus leur mandat expirer et qui sont partis s'allier avec d'autres. Est-ce que vraiment ils étaient de l'ethnie Hutu, Tutsi ou quoi? Non, je ne crois pas. C'était plutôt les intérêts qui étaient visés. Alors, je crois vraiment qu'il faut faire une bonne lecture. Si réellement on veut arriver à une bonne issue, il faut placer ce problème au niveau des intérêts. Et quand, par exemple, vous parlez de ce journal Iwachu où Alexis Ndouidje, un opposant qui avait parlé qu'on allait justement essayer d'avoir un processus qui durera 3 ans. Voilà, ça a duré justement 3 ans jusqu'à la fin des élections. En fait, ce qu'il a dit, ça a été produit. Alors, je crois qu'ils étaient justement en préparation pour justement atteindre les intérêts, ce qui n'a pas été, et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Monsieur Luc Michel, vous venez de visiter le Burundi, vous avez pu parcourir 10 provinces burundaises, vous avez rencontré différentes autorités burundaises, toutes ethnies confondues, vous avez pu rencontrer même le président de la République sur terrain. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous lisez une donne ethnique au Burundi? Est-ce que vous pensez que le Burundi est un pays en guerre, comme le disent certains médias étrangers? Écoutez, il y a une image du Burundi qui est vendue dans les médias occidentaux qui ne correspond pas à la réalité. Ça, on peut... Moi, j'ai fait des analyses sans avoir visité le Burundi. On discernait ça simplement de l'analyse politique, notamment lors de l'échec du coup d'État de l'année précédente. Il faut quand même dire quelque chose lorsqu'on voit la réalité du Burundi. La façon dont les médias occidentaux, mais surtout les organismes étatiques qui sont derrière eux et qui entendent déstabiliser certains États,
Il commence par vous vendre un scénario. C'est ce qu'on appelle dans le langage, il y a des spécialistes de l'action psychologique qu'on appelle des spin doctors ou des psyops. Ce sont des grades officiels qui existent au sein de l'OTAN, par exemple. On commence par vous faire ce qu'on appelle un storytelling. C'est-à-dire qu'on va mettre une grille de lecture et bâtir un scénario qui ne correspond pas à la réalité d'un pays, mais à la réalité supposée pour le déstabiliser. C'est ce que vous vivez au Burundi. Il y a des gens qui sont allés voir la réalité telle qu'elle était lors des 4 génocides, qui sont allés voir la réalité d'avant les accords d'Arusha, qui sont pour certains allés voir une réalité qui existait du temps du colonialisme belge et qui a cessé d'exister. À partir du moment où on a vendu, on vend encore aujourd'hui à l'opinion publique mondiale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'opinion publique occidentale, on vend évidemment l'image qui est celle du Burundi d'avant 2003, sur lequel on plaque une autre image d'ailleurs, parce que la confusion est totale, qui est celle du génocide du Rwanda, qui a beaucoup plus marqué les esprits en France et en Belgique que les vôtres. Et à partir de ce moment-là, quand vous arrivez au Burundi, où vous voyez par exemple un maire Tutsi à Bujumbura, où vous voyez un parti présidentiel qui est pluriethnique, moi je n'ai pas vu d'opposition ethnique, je n'ai pas vu de séparation, j'ai vu une population qui vit, en n'oubliant pas la 3e composante de votre population, qui est aux abonnés absents dans les grilles de lecture occidentales. Ce sont quand même les populations qu'on appelait jadis nilotiques et maintenant d'origine pygmée. Tous ces gens, évidemment, vivent en bon avenant. Je n'ai plus vu, j'ai parcouru tout le pays, je n'ai pas vu de zone ou de village monoethnique, je n'ai pas vu absolument pas un pays en train de préparer une guerre ou un génocide, mais parce que j'ai l'habitude de voyager dans des pays qui connaissent cette guerre, j'ai connu au cours des dernières années l'effondrement de la Jamaïque libyenne. Je suis allé 3 fois à Damas depuis juin 2013. À Damas, vous vivez, c'est un pays en guerre, vous vivez dans une tension qui est palpable de tous les instants. Ici, on ne vit pas ça, mais on voit un pays, par contre, évidemment, qui est touché par le terrorisme. Je le répète, je l'ai dit sur les plateaux d'Afrique Média, le terrorisme en Afrique, ce n'est pas uniquement Boko Haram, c'est aussi les gens qui, dans votre pays, à l'instigation de puissances étrangères, ont décidé de faire régner la terreur. Oui, pas de génocide, pas de massacre interethnique, pas de séparation sur base ethnique. Je pense que tout est dit. Mais je voudrais me retourner un peu parce que ces accusations se tournaient souvent, surtout contre le parti au pouvoir qui, selon certains spin doctors, encadrerait une milice, une jeunesse armée. Je voudrais me retourner du côté de Émérance, Madame Émérance, qui est une femme Tutsi du CNDD-FDD. Est-ce que le CNDD-FDD a une milice Hutu, des Imbonerakure, qui devraient aller exterminer des Tutsis? Je m'excuse d'être très franc sur ce chapitre, mais je voudrais quand même qu'on en parle d'une façon directe et afin que ceux qui nous suivent puissent comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Madame. Je suis sénatrice élue en mairie de Bujumbura. Comme on vient de le dire, je suis Tutsi, de Nyakabiga, l'un des quartiers contestataires lors des manifestations, entre guillemets, anti-3e mandat. Bon, je vais directement à la question posée. On parle d'une milice au sein des DFDD, des Imbonerakure, que c'est une milice qui a été formée, encadrée pour aller tuer ceux qui ne sont pas je ne sais pas, du parti CNDD ou d'une ethnie différente de leur. Mais comme on vient de le dire, comme aussi
et c'est la réalité sur terrain, le parti CNDD-FDD n'est pas monoethnique. La preuve en est que je suis membre du parti CNDD-FDD, je suis Tutsi, comme il y en a beaucoup d'autres. Alors, si ce n'est pas une milice, c'est un mouvement de jeunesse, comme il en existe dans tous les partis politiques. Alors, lors du parti unique, l'IPRONA, avant le multipartisme, même à l'IPRONA, il y avait un mouvement de jeunesse, il y avait la GRR. Bon, si je parle de la GRR, bon, il y a une image qui vient, parce que c'est la GRR qui a organisé des arrestations, des assassinats en 1972. Alors, je crois que ceux qui ont voulu dire que les Imbonerakure, c'est une milice, ils ont voulu faire une transposition en voulant prendre la Ligue des jeunes du CNDD-FDD comme la GRR d'antan. Alors, ici, je dirais que ce n'est pas vrai, parce que comme le parti est multiethnique, cette Ligue des jeunes du CNDD-FDD est aussi multiethnique. Alors, si dans la Ligue des jeunes, il y a les Tutsis, il y a les Hutus et les Twa, alors qui va tuer qui? Qui va tuer qui? Parce que tout le monde s'y retrouve. Alors, ceci pour dire que ce n'est pas une milice comme on veut le dire, c'est pour diaboliser cette jeunesse-là. Et puis, c'était aussi une façon, comme on a dit que la contestation contre le régime du CNDD-FDD a commencé avant 2015, cette contestation a commencé par la diabolisation de la Ligue des jeunes. Parce que tout ce qui s'est passé depuis 2010, on parlait ici et là que les Imbonerakure ont fait ceci, ont fait cela. S'il y a eu vol, s'il y a eu des tueries, si les gens se sont bagarrés, chaque fois on disait que c'était les Imbonerakure. C'était une façon de préparer les esprits pour montrer cette image des Imbonerakure. Pour dire que quand il y aura bon, comme on savait qu'il n'y aura pas d'élection en 2015, c'était pour dire que s'il n'y a pas d'élection, ces Imbonerakure iront dans la rue, ils iront tuer les gens. Même lors des manifestations, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait une confrontation entre ces manifestants et les Imbonerakure. Merci, la presse Je vous remercie. Merci. La presse internationale est venue, tout le monde est venu à l'attente de ce génocide qui était tant annoncé par la presse internationale et aussi certains faiseurs d'opinion. Mais en fin de compte, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que c'était plus des opposants qui étaient armés, c'était des opposants qui tuaient des gens. Il y a même ceux qui se rendent... et si je parle d'opposants, c'est pas l'opposition patriotique. Il y a une opposition responsable. Il y a une opposition qui ne se radicalise pas. C'était plutôt des gens de l'autre camp et pas des gens du côté du pouvoir. Alors c'est très important qu'on souligne cela. Et je pense que nous avons à nos côtés la presse. Nous avons la RTNB, Iwachu, Rema et bon, la radio nationale, je pense que... Ah, c'est la radio Ndirayakola, je pense. Voilà, donc vous pourrez poser une question. On va commencer par qui veut prendre le micro. Et une seule question est très brève. Je m'appelle Laurent Baranguenza, je suis de la télévision nationale. Je voudrais m'adresser à M. Luc Michel et je voudrais lui demander d'une manière très brève, d'après votre analyse, quelle est la nature du conflit actuel? En fait, à Arusha, le conflit a été défini comme un conflit politique avec des connotations ethniques. Et il a fallu que les négociateurs de l'époque s'identifient en représentant des Hutus et des Tutsis. Et aujourd'hui, quelle est la nature du conflit burundais et qui en sont les protagonistes? Merci. Les problèmes que vous connaissez et effectivement les tensions politiques qui existent à partir de 2010-2011, qui sont celles de forces qui refusent les accords d'Arusha, ils n'empêchent pas la pacification.
Et il y a un phénomène extrêmement curieux qui se passe, c'est que avant août 2014, le président Nkurunziza, c'est le bon élève justement des médias occidentaux. Il reçoit 4 prix internationaux, meilleur pacificateur en Afrique, meilleur gouvernant. Il a même un prix de la fameuse UCLA, l'Université de Californie. Et puis, à partir du printemps et de l'été 2014, il devient un mauvais président, un apprenti dictateur, un homme qui prépare un génocide. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a basculé les choses en quelques semaines? C'est que c'est passé à Washington, du 4 au 8 août 2014, le sommet USA-African Leader, où Barack Obama convoque tous les présidents africains, à l'exception de Mugabe. Je dis bien convoque, comme on convoque des élèves dans une école. C'est un piège géopolitique. Il y a une espèce de grand-messe où on fait la leçon aux chefs d'État africains. On explique que leur gouvernance n'est pas bonne, que le modèle occidental du parlementarisme qui a échoué en Occident, demandez aux Français, un Français sur 2 ne va plus voter à toutes les élections depuis 4 ans. Eh bien, on explique aux Africains que c'est le meilleur, et puis on désigne 15 présidents qui doivent, comme disent les groupuscules de jeunes payés par M. Georges Soros, qui doivent dégager. Parmi ces présidents, il y a celui qui est l'exemple désigné, c'est le président de la RDC, Kabila. Il y a Idriss Déby au Tchad, il y a Obiang Nemamba Soglo à Guinée occidentale, il y a Bongo évidemment au Gabon, il y a votre président ici. À partir de ce moment-là, pour ces gens, il y a Paul Biya au Cameroun, à qui on dit, là c'est encore pire que tout, puisqu'on parle de respect de démocratie et des peuples, il n'y a pas d'élection au Cameroun avant 2018, mais on dit à la Maison-Blanche que M. Biya doit partir en 2015. À partir de ce moment-là, il y a une organisation qui se met en place au niveau des médias, au niveau de la fabrication de l'encadrement de groupuscules de jeunes, au niveau de la création de ce qu'on a appelé les nouveaux médias africains. Et vous allez retenir quelque chose, au moment où à la Maison-Blanche, on fait la leçon aux chefs d'État africains, mais où Barack et Michelle Obama les embrassent, à 800 mètres de là, dans un autre bâtiment du Congrès des États-Unis, se tient un sommet alternatif. C'est le sommet de la NED, National Endowment for Democracy. C'est un organisme d'État du gouvernement américain, financé par les fonds et le budget du gouvernement américain, créé par Reagan au début des années 80 et qui, depuis 30 ans, organise la déstabilisation et les changements de régime au profit de présidents pro-américains dans le monde entier. Pendant 4 jours à ce sommet alternatif, on forme des activistes, des syndicalistes, des hommes politiques. Moi, j'ai pu me procurer la vidéo intégrale 9 heures d'une des séances de ce congrès. Elle est en ligne sur ma chaîne PCN TV. C'est extrêmement révélateur. On est en train, pays par pays, d'organiser la subversion. À partir de ce moment-là, les problèmes de votre pays, ils cessent d'être des problèmes nationaux, comme ceux des autres. Cela devient un enjeu de géopolitique mondiale. Et on organise évidemment ce qu'on a appelé, je terminerai là-dessus parce qu'il faudrait une conférence, les révolutions de couleur. Qu'est-ce que c'est les révolutions de couleur? C'est de la Yougoslavie de 2000, où l'on renverse le dernier président yougoslave, Milosevic, jusqu'à nos jours. C'est des dizaines de changements de régime dans les ex-républiques soviétiques, dans le Venezuela de Chavez, à Hong Kong. À partir de 2009, le printemps arabe, c'est la phase arabe de ces révolutions de couleur. Et à partir de 2014, on est dans ce que, pas moi Luc Michel, mais le journal français Libération, qui soutient ce mouvement, appelle le printemps africain. Derrière tout ça, il y a les mêmes organismes d'État du gouvernement américain, les mêmes ONG financées par l'Union européenne ou l'OTAN,
les mêmes réseaux d'encadrement de la presse et de la jeunesse avec le fameux milliardaire Georges Soros, dont on oublie de dire qu'avant d'être un philanthrope, il est un des 2 conseillers privés de Barack Obama depuis son élection. Et on en arrive dans cette vague de chaos qui a été semée dans toute l'Afrique. Un dernier mot, c'est qu'une journée complète du sommet USA-African Leader est consacrée à lancer les slogans de la déstabilisation, le thème du 2e mandat, qui n'est pas un qu'on va présenter dans tous les pays, le thème de la bonne gouvernance, le thème de l'âge des dirigeants, ce qui n'est pas le cas dans votre pays évidemment, mais qui est le cas dans d'autres. On a donné aux oppositions non patriotiques, aux oppositions fantoches africaines, non seulement les moyens de financement et d'encadrement pour déstabiliser vos gouvernements, mais on leur a donné l'arsenal intellectuel. Quand je parle de moyens financiers, je vais vous donner quand même un cas. Ceux qui ont le plus touché d'argent, c'est la Corrèze, l'opposition fantoche équato-guinéenne. Ils ont reçu des fonds secrets de Matignon en France, 12 millions d'euros. J'ai une question, peut-être à notre invité. Selon vous, faut-il aller à Arusha? Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement aujourd'hui? Faut-il aller à ce dialogue inclusif que la communauté internationale veut inclusif ou pas? Moi, je vais vous répondre franchement, non. C'est évidemment un piège diplomatique. C'est un piège qui est mené par les Occidentaux. Le dialogue, comme ça s'est fait dans d'autres pays africains, il doit se faire au Burundi, entre citoyens du Burundi, pas avec des partis fantoches, pas surtout avec un gouvernement que l'on a convoqué à quelques jours, alors que les autres sont invités depuis longtemps, pas dans des conditions qu'on appelle en français, on disait avant, aller à Canossa, comme jadis un empereur allemand est allé s'humilier devant le pape. C'est ça qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas ça non plus qui va vous apporter la paix. La paix, on n'en veut pas. La paix, elle est simple. Elle passe par la fin du terrorisme. Elle passe par le contrôle. Et franchement, c'est là qu'il faut une force d'interposition internationale. Il faut le contrôle de la frontière avec le Rwanda. Il faut des conditions d'un dialogue national. Et il faut surtout que vous sachiez quelque chose. C'est que ce que veulent organiser les Nations Unies, qui ont échoué partout, on va quand même dire, faites un bilan des Nations Unies en Afrique et ailleurs, depuis le Congo de Lumumba, moi je ne vois pas beaucoup de réussite. Vous devez savoir que derrière le Burundi, il y a aujourd'hui une opinion publique panafricaine qui est immense, qui vous soutient massivement. Il y a des chefs d'État panafricains, j'ai rencontré certains d'entre eux, ils agissent dans la coulisse parce que la diplomatie ne permet pas plus que les usages diplomatiques ne permettent de les citer à cette tribune. Il y a des chefs d'État panafricains qui soutiennent votre pays, qui veulent la paix dans ce pays, qui ont déjà arrêté cette histoire ubuesque d'envoi d'une force africaine à la demande de l'Union européenne. Mais je dirais un dernier mot sur le rôle de l'Union européenne. L'Union européenne, elle porte les valises de l'OTAN. Elle n'a aucune autonomie géopolitique, politique ou militaire. L'Union européenne, c'est un géant économique, mais c'est un nain politique. L'OTAN est là pour ça. Mais ce nain contrôle évidemment elle-même l'Union africaine. C'est un peu, vous connaissez tous les poupées russes, vous en démontez une deuxième, une troisième. Il faut savoir que l'Union européenne tient l'Union africaine comme la corde soutient le pendu. C'est notamment des dizaines de pays dont le budget des fonctionnaires est payé par l'Union européenne. C'est 80% des élections en Afrique qui sont payées par l'Union européenne, ce qui est scandaleux parce qu'on impose les logiciels, on impose les manuels et on impose les missions de monitoring qui viennent en Afrique avaliser de fausses élections. On parlait de Louis Michel tout à l'heure, il a avalisé en 2012 les élections bidons dans la Libye post-Kadhafi, alors que 1 million de Libyens avaient été exclus des listes électorales. Alors, arrêtons d'aller là-dedans, faites la paix entre citoyens du Burundi, et pour le reste, faites un mur vis-à-vis de l'extérieur, vous n'êtes pas seul. Et la dernière question est de Réma. Je m'appelle Claude Ngonziza de la radio-télévision Réma.
Ma question, elle concerne plutôt comment sortir de cette crise. Faut-il une force d'interposition? Si on sait ce qui s'est passé au Rwanda avec l'opération turquoise, faut-il qu'on n'aille pas à Arusha? Faut-il qu'on sorte de l'accord de Cotonou, puisque l'Union européenne a déjà suspendu les aides ou la coopération entre le Burundi et le bloc européen? Merci. Écoutez, l'Union européenne, tout d'abord, elle n'a à la bouche que les mots de démocratie, de coopération, de développement. Mais avec votre pays comme avec d'autres, elle fait du chantage aux aides au développement. Donc, pour moi, le dossier, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Le rôle de l'Union européenne actuellement n'est pas un rôle stabilisateur. Malheureusement, le rôle de l'Union africaine non plus. L'Union africaine aujourd'hui est là depuis le début de cette année. Un grand président panafricaniste, c'est Idriss Déby Itno, mais il se plaint lui-même qu'il n'est pas suivi par la plupart de ses collègues. Les troupes, que ce soit les troupes des Nations Unies, que ce soit les troupes de l'Union africaine, allez voir le bilan pays par pays. Les exemples les plus récents, c'est la Centrafrique, où on a aussi bien avec les forces d'interposition françaises, mais que celles de l'Union africaine, on a ces cas ignobles de pédophilie, de viol de femmes, de viol d'enfants, dans le sillage des forces des Nations Unies, pas seulement en Afrique, mais dans les Balkans par exemple, on trouve les trafics d'êtres humains, les trafics de femmes, les mafias. Ça n'apporte rien de bon dans un pays. Je le répète, je ne sais pas vous le dire autrement, la paix dans un pays, elle est aux mains des citoyens. Il y a, je prends souvent le cas de la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, on a tenté ce qu'on a tenté dans votre pays, d'importer des troubles ethniques sur l'île de Bioko, en réactivant des vieilles oppositions ethniques d'avant le colonialisme. On a essayé d'opposer des mouvements violents. Ça a échoué parce qu'il y a eu un dialogue national. Le dialogue national, il a été mené avec tous les partis politiques et le président du pays, Obiang Nema, a même ouvert le dialogue avec ceux qui l'insultaient à Paris, c'est la fameuse Corède. Il y a aujourd'hui une ex-secrétaire générale de la Corède qui est membre du parti présidentiel. Les élections se sont bien déroulées sous le contrôle de l'Union africaine. C'est ce qu'on appelle au sein des panafricanistes la méthode Obiang Nema. C'est, je pense, celle qui devrait fonctionner ici. Mais je crois que vous avez commencé cette méthode. J'ai vu quand même les sessions pour faire la paix, les sessions de discussion, etc. Donc je ne sais pas pourquoi il faudrait aller chercher dans une capitale étrangère, sous supervision de gens qui vous font du chantage économique, la solution des problèmes du Burundi. Oui, merci beaucoup. Comme on va à la fin, que retenir de tout ce qu'on a entendu ici, des remarques, des prises de position? Alors je commence par la société civile. On y va, mais c'est 1 minute pour qu'on puisse clôturer ce débat. Merci à vous de m'accorder la parole. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'essentiellement, le peuple burundais est aujourd'hui très avancé. Si ce n'était pas ça, je pense que les personnes qui avaient tenté de réveiller les sensibilités ethniques au centre des spéculations qui mettaient en valeur forcément le 3e mandat allaient réussir, et Dieu merci, qui n'ont pas réussi parce que le peuple voit aujourd'hui d'autres valeurs de développement que les sensibilités ethniques. Merci de rappeler ces valeurs. Et le tour de table? Oui, merci beaucoup. Je suis surpris agréablement parce que finalement, je viens de comprendre que le problème est géopolitique. Et je crois qu'il est grand temps qu'on puisse voir qu'on a été roulé dans la farine et qu'il est temps de se relever. Parce que nous venons de voir que finalement, le problème devrait réellement être résolu au Burundi et pas ailleurs. Parce que ce ailleurs, c'est le Léviathan dont je parlais. Voilà, c'est les facteurs exogènes qui dérangent le plus sur tous les pays africains. Madame Emerance. Comme ceux qui m'ont précédé, je viens de réaliser que, après tout ce qui a été dit, que la solution du problème burundais est burundaise.
que la solution du problème burundais ne viendra pas de l'Union européenne, des États-Unis, ou d'ailleurs. Voilà. Ce que je peux retenir de cette séance d'échange, c'est que l'option que nous avons prise de mettre en avant la souveraineté du peuple burundais, l'indépendance et la démocratie, et de résister contre les insurgés et les putschistes a été la meilleure voie et qu'il faut y aller jusqu'en 2020. Deuxièmement, ce que je retiens aussi, c'est que nous ne sommes pas seuls sur cette voie. Nous avons des amis, aussi bien en Afrique, et qui sont en train d'agir, mais également en Europe, dont M. Luc Michel. Et enfin, nous lançons un appel vibrant à nos amis de l'opposition qui sont à l'étranger, de changer de cap et de rejoindre la voie du pacifisme et d'entamer le dialogue ici à l'intérieur du Burundi. Voilà, merci beaucoup. Nous invitons Serge Nsabimana, qui est de la société civile, de pouvoir donner son point de vue. Je m'appelle Serge Nsabimana. Je suis formateur des droits de l'homme. J'ai été formé ici au Burundi et à l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg. Et j'ai passé 20 ans en Belgique. Et je voudrais aussi rendre hommage au président de la République du Burundi, le deuxième président démocratiquement élu qui a défendu son peuple. C'est le deuxième président élu après le président Melchior Ndadaye. Je voudrais aussi rendre hommage au peuple burundais et à l'Assemblée nationale qui ont pu résister contre toutes les forces antidémocratiques et la police nationale, les forces de défense et de sécurité qui défendent tout le peuple burundais. Monsieur Luc Michel est témoin. Je sais où se trouvaient ses bureaux à Bruxelles, derrière le grand commissariat à Bruxelles. Et on sait comment la situation sécuritaire là-bas, comment elle est comparée à ici au Burundi. Je voudrais alors demander au gouvernement du Burundi de défendre la souveraineté nationale et l'indépendance politique du Burundi, comme ça a été souligné dans les résolutions des Nations Unies 2248. Et en même temps, je voudrais m'inscrire en faux contre les propositions, les 3 options du secrétaire général des Nations Unies, parce que c'est une sorte de méprobout déguisé pour bafouer la souveraineté nationale. Et si vous voulez, s'il n'y en a pas qui connaissent les options, je peux les lire. Mais non, je crois que tout le monde le sait. On connaît. Mais je voudrais dire, parce que je ne voudrais pas que demain, je dise je savais, je n'ai pas dit. Voilà, merci parce beaucoup. Que, permettez-moi, si vous pouvez m'accorder une minute, parce que c'est très important. J'interviens parce que je connais les relations internationales. Quand il y a résolution des Nations Unies, les Nations Unies, c'est toutes les nations du monde. C'est pour diminuer le pouvoir du président élu et du gouvernement élu. Ça, tout le monde doit le savoir. Parce que, moi, si je compare, et j'ai travaillé à Bruxelles, et j'ai eu à collaborer avec la police, je sais comment ici, ils sont professionnels, et comment le Burundi est contributeur de plus de 6 000 hommes dans d'autres pays où il y a des problèmes. Alors, je ne peux pas accepter que la souveraineté du Burundi soit bafouée. Parce que moi, je suis vice-président aussi de la Ligue des droits de l'homme Izerenhui Hebure et chargé de programme dans le cercle de la diaspora burundaise. Le 20 janvier 2014, nous avions écrit une correspondance au représentant spécial des Nations Unies à l'époque, parce qu'on voyait venir les manipulations. Mais finalement, je me suis rendu compte que lui aussi, actuellement, qu'il est finalement parmi ceux qui déstabilisent le Burundi. Comme moi, je voudrais soutenir fortement les interventions de Luc Michel, parce que l'Occident a fait le choix de combattre la démocratie au Burundi. C'est bien dit. Je rappelle aussi que le prince Louis Rwagasore a été assassiné, que la Belgique dirigeait le Burundi, et le président démocratiquement élu a été assassiné.
et il n'y a pas eu d'intervention. Très bien. Alors aujourd'hui, les forces ont pu lutter contre le génocide que l'Occident voulait nous défendre. Monsieur Serge. Que le génocide ne vienne pas avec ces forces des Nations Unies. Je demande au gouvernement de défendre, de ne pas perdre la souveraineté. Très bien, nous avons compris. Je vous remercie. Nous avons compris et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous avons le soutien. Et nous allons conclure avec les dernières remarques de notre invité principal, monsieur Luc Michel, qui doit partir bientôt, quitter notre pays, mais qui a, je l'espère, passé un bon séjour dans notre pays, qui a pu, avant de connaître que le Burundi, il a défendu. Et je pense que désormais qu'il a connu le Burundi, qu'il a vu le Burundi, qu'il a vu les Burundais, qu'il a pu les rencontrer et les apprivoiser, je pense que désormais, il sera encore plus ambassadeur du Burundi. Voilà, dernière remarque, monsieur Luc Michel. Moi, je voudrais donner 2 conseils. Le premier, c'est n'attendez rien du bloc américano-occidental. L'Occident n'apporte pas des solutions, il est le problème. Ce que vous vivez, cette déstabilisation, elle vient de Washington, de Paris, de Bruxelles, et je vais ajouter quelque chose dans le cas de votre peuple. N'oubliez quand même jamais que ces problèmes qu'on vous a mis dans la tête, ils viennent des délires de l'anthropologie allemande du 19e siècle et ils viennent de l'ethno-linguistique belge qui a encore le culot aujourd'hui de donner des leçons. Mon deuxième conseil, il est simple, ne restez pas seul. Il y a actuellement une vague, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'indépendance nationale, c'est le respect du continent africain, c'est un monde égal de nations multipolaires, pas un Léviathan qui vous domine de très loin. Choisissez cette option du panafricanisme. Elle est en train de s'emparer des masses dans tous les pays. Et non seulement vous compterez encore plus d'amis, mais vous serez dans le mouvement qui, j'en suis certain, libérera l'Afrique au cours des prochaines décennies. Je vous remercie de votre attention et de votre accueil. Voilà. Et nous arrivons à la fin, nous revenons dans le concert du panafricanisme. Nous ne sommes pas seuls, c'est ça que nous avons retenu. Nous allons garder notre dignité. Merci pour vos points de vue, vos interventions. Nous ne sommes pas là pour décider de ceci ou de cela. Nous étions ici uniquement pour un échange franc d'idées et d'informations, d'opinions libres. Je vous remercie.